Alors, je vais appeler à me rejoindre sur scène à Sacha Morard, Pervenche Beurier et Alexis Valero. Pervenche, je te confie le micro. Bien, bien reçu. On s'assoit bien là, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien là. C'est là. Vous m'entendez si je parle comme ça? Oui, super. Bienvenue à tous les trois. Ça va être super frustrant cet après-midi parce qu'ils ont tous des case studies très concrets à vous partager et en même temps très très peu de temps. Il va falloir être bon. Déjà pour basculer la pression. En 30 secondes, présentation rapide, qui vous êtes, ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait de bon pour l'univers aujourd'hui. Je vais essayer de répondre avec un peu d'humilité. Je suis Alexis Valero, cofondateur de Resilient. Marrant, je suis passé par le monde des médias par le passé. Et en fait, je me suis lancé dans le très pragmatique IT pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. On a créé une plateforme de gestion IT tout en un pour en fait adresser ce qui constitue la grande majorité de l'empreinte carbone du numérique, à savoir la fabrication de nouveaux matériels. Donc en allongeant la durée de vie de nos flottes informatiques, on fait des choses très très bien pour l'humanité. Bonjour à tous, je suis Sacha Morard, CTO du groupe Le Monde. Donc voilà, je suis en charge de la technique numérique de l'ensemble des titres du groupe Le Monde. Qu'est-ce que j'ai fait pour la planète aujourd'hui? J'ai refusé de boire dans un gobelet en carton du café, j'ai préféré un mug. Voilà. Et puis je me suis dédié ici, puisque j'ai bu dans un carton aussi, un gobelet en carton. Et puis je roule aussi en roue électrique, et j'ai refusé de prendre ma voiture aujourd'hui, par exemple. Voilà. Bonjour, je suis Pervenche Beurier, déléguée générale d'EcoProd. EcoProd, c'est une association qui accompagne le secteur audiovisuel dans la transition environnementale. Et ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, j'ai animé une formation au sein de France Télévisions sur les enjeux de l'écoproduction ce matin. Voilà. Merci pour cette introduction rapide et efficace. Alexis, tu as parlé de quelque chose qui est super intéressant, à savoir la face cachée de l'iceberg, l'IT, dont on parle assez peu dans nos médias. On parle beaucoup de rédaction, on parle beaucoup de toute l'aspérité marketing, commercial et du contenu. Pourquoi l'IT, c'est pas sexy, alors que c'est effectivement un axe de transformation extrêmement fort en matière d'innovation? Déjà, tout d'abord, il y a quand même la notion d'être très attaché et en tant qu'employé, employeur à du matériel qui est performant dans l'IT. En l'occurrence, l'attachement à du matériel neuf, aux dernières références par exemple. Et au-delà de ça, il y a eu comme une forme d'invisibilisation du sujet IT parce qu'on l'a détaché du concret. Or, l'IT, c'est aussi des serveurs, c'est des terres rares, c'est des ressources halieutiques, c'est une empreinte carbone qui est équivalente à l'aviation civile quand même. Et donc c'est à cause de ça, je pense qu'aujourd'hui, l'IT est relativement peu regardé dans le cadre d'audit carbone, ou en tout cas, quand il l'est, on ne l'appréhende pas toujours sous le bon angle. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on a pourtant une responsabilité assez forte pour augmenter ce pourcentage qui est uniquement, par exemple, de 7% d'employés en Europe qui sont équipés en matériel reconditionné dans l'IT. Or, peut-être que vous et moi pouvons travailler sur du matériel un peu plus vieux. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles justement l'IT a été un peu déregardé ces dernières années. Toutefois, il revient vraiment sur le devant de la scène, aussi parce que des contraintes financières de plus en plus importantes se font sentir, du fait de raréfaction de certaines ressources, aussi parce que finalement on en vient de chercher les leviers les plus pragmatiques pour réduire son empreinte carbone, et l'IT, le numérique, le matériel en particulier en est un. Sacha, en tant que CTO, est-ce que toi c'est une démarche que tu pourrais impulser? Est-ce que ça pourrait être intégré y compris par une DTSI, que tu passes, merci, une partie de ton parc par exemple en matériel recyclé, reconditionné? Oui, bien sûr, ce serait totalement compris. C'est quelque chose en effet que moi, en tant que CTO ou tout autre CTO ou DSI peut insuffler. Je pense qu'il y a une certaine forme de sensibilisation, une augmentation de cette sensibilisation au sein de tous les COMEX en ce moment. Donc ouais, c'est aussi notre rôle d'alerter les COMEX et de dire on peut changer un petit peu les usages. C'est pas très grave si on a un téléphone qui n'est pas le dernier cri et qu'il est reconditionné. Et je pense que nos collaborateurs
commencent à le comprendre vraiment. Mais ça, au niveau humain, je veux dire, on peut tous avoir justement le réflexe d'acheter pour soi pour du conditionné. Est-ce que vous sentez, peut-être Pervenche et Sacha, justement dans les entreprises que vous allez voir, ou toi dans les interventions que tu peux faire en tant que CTO du monde, une conscience que ça n'est pas grave de ne pas avoir du matériel dernier cri? Alors on a toujours des gens qui ne le comprennent pas, évidemment. Donc là, il faut faire preuve d'indulgence et de pédagogie. Mais je pense en effet qu'il y a une vraie compréhension maintenant des collaborateurs. Moi, j'ai la chance de faire partie du groupe Le Monde, et enfin, c'est une question qu'on traite très très souvent. On parle très souvent entre nous de ces sujets-là. Donc, je pense qu'il y a une vraie compréhension, une vraie connaissance de cet enjeu, en effet. Pervenche. Alors moi, si je regarde ça du point de vue vraiment tournage, et la qualité de l'image, la qualité de la caméra, quelle lumière prendre, etc. Si on est vraiment dans l'aspect matériel, pour l'instant, la compréhension, elle n'est pas complètement là. Il faut bien le reconnaître. Un chef-op, il a envie, c'est son film, il va avoir son nom écrit en grand. La plupart d'entre eux, hein, pas tous non plus, mais ils ont quand même envie d'avoir la meilleure caméra, dernier cri. Il y a une petite compétition là-dessus. Donc, bon. Après, il y a un système de location qui est en place, qui permet aussi de ne pas acheter systématiquement un matériel dont on ne se servira pas toute l'année. Enfin, tout ça se met en place progressivement, mais j'ai l'impression que par rapport à l'urgence de la situation, la prise de conscience sur la partie matérielle, elle n'est pas complètement là. Elle est là sur d'autres aspects, mais pas là-dessus. Vous avez un point commun tous les trois, c'est que vous devez être extrêmement pédagogue par rapport aux gens que vous vous adressez. C'est quoi la phrase que vous répétez le plus souvent par rapport à cette thématique ? En fait, l'IT aujourd'hui est vu comme étant super complexe. Et Sacha, qui est un expert évidemment, pour nos interlocuteurs non spécialistes, l'IT c'est super complexe. Or, ce sont des solutions du quotidien en fait, qui nous permettent d'appréhender nos usages de manière différente. Je dis n'importe quoi, mais éteindre son ordi pour le redémarrer le lendemain, ça fait économiser de l'énergie. Ça permet à son ordi d'être mis à jour. Ça permet aussi du coup de limiter de potentiels freins liés à l'usage et donc ainsi d'allonger la durée de vie de son ordinateur. C'est vraiment aujourd'hui le fait que l'IT est rendu complexe. Or, à nouveau, c'est en le concrétisant au travers d'éléments très du quotidien qu'on pourra être à même de le décomplexifier et ainsi d'amener des nouveaux usages et une prise de conscience qui est beaucoup plus forte dans les entreprises en particulier, notamment en considération d'externalités négatives qui ne sont pas forcément directes. Par exemple, le fait qu'un collaborateur perd en moyenne 109 heures par an à cause de sujets informatiques mal gérés. 109 heures par an, si vous pensez aux externalités négatives financières, extra-financières, psychologiques induites, c'est important et c'est quelque chose qu'on peut attaquer dès maintenant. Non, moi je pense qu'on doit tous les jours faire preuve d'empathie, surtout parce que, comme tu le dis, la tech, l'IT, c'est des sujets relativement complexes. Nous, on doit les vulgariser tout le temps, ça fait partie de notre métier. Et puis les gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas le même niveau de compréhension que nous, il faut les comprendre. Il faut aussi comprendre leurs difficultés et pas s'arc-bouter sur nos principes à nous-mêmes. Il y a toujours des compromis à trouver, il me semble. Peut-être pas acheter le dernier téléphone, mais celui d'avant ou celui juste d'avant. Voilà. On arrive à des compromis, je pense. Moi, ce que j'entends beaucoup, et ce qui est évidemment infondé, c'est 3 choses. D'une part, éco-produire ou faire des productions plus responsables, ça va coûter cher. Ça va être très compliqué. Bon, ça peut être... voilà, il faut repenser les process, donc ça peut être vrai. Et ça bride la créativité. Et donc, voilà, c'est généralement le trio donc, à déconstruire dans les formations et dans les masterclass qu'on fait. Ça bride la créativité, la contrainte ? Oui, la contrainte bride la créativité. Donc c'est réellement, on peut pas, comment ça, on ne peut pas nous interdire d'aller tourner en Afrique du Sud. C'est quand même vraiment là que j'imagine le ciel le plus bleu. Je caricature, hein, mais c'est un des arguments qu'on entend de temps en temps. De moins en moins quand même. Hein. Au prorata quand même du fait que le secteur culturel et les métiers de la production sortent quand même de 2 années extrêmement compliquées. Donc ça devrait être peut-être des pistes d'optimisation pour permettre de continuer de raconter des histoires avec un cadre contraint différent. Mais il y a encore ce côté habitude, du coup. Exactement, il y a une espèce de libération aussi post-Covid. Ah, on va pouvoir enfin reprendre les tournages comme avant.
Du coup, un cas concret, parce que c'est toujours bien de ressortir des réunions avec des idées qu'on peut impulser dans nos entreprises. Sacha, au Monde, vous avez fait ce choix de réduire l'impact carbone du site. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la prise de conscience, le point de départ et les différentes étapes que vous avez mises en place pour faire passer ce message un peu innovant et réel et concret, et rapide en plus? Ouais, je vais essayer d'être aussi rapide dans ma réponse. Alors, on a toujours fait de la web perf un sujet très important chez nous. Et en fait, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est intrinsèquement lié à la web perf. En tout cas, on en a vite fait un lien. C'est pas toujours corrélé, mais ça peut l'être. Et donc, quand on s'est attaqué au sujet de la web perf, qu'on a optimisé la performance du coup de chargement de nos pages dans le navigateur de nos utilisateurs, et bien très vite, on a dit où est-ce qu'on peut aller plus loin. Et là, on s'est dit, bon, il y a un mouvement dans la tech, je discute beaucoup avec des confrères CTO, un mouvement dans la tech qui est, on sait qu'on représente 7% des émissions de gaz à effet de serre, on consomme des ressources, des serveurs, de l'électricité, beaucoup d'énergie. Comment on fait pour améliorer, en fait, pour se remettre déjà en question, nous, et pas arriver à cette question trop tardivement. Et donc voilà, c'est juste une initiative de moi et mes équipes où on s'est dit, bah, déjà, il faudrait regarder, comprendre en fait combien on consomme. Le premier point, c'est d'abord ça, comprendre qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce que nos utilisateurs consomment en utilisant notre site web. Alors on l'a fait sur le site web et pas l'application, parce que l'application c'est très négligeable, une application c'est tout petit, ça pèse pas lourd, une fois que c'est chargé dans le téléphone, ça consomme très peu d'énergie, à moins que vous l'ayez codé avec les pieds, mais normalement ça va. Et donc recharger un téléphone, c'est pas coûteux. Voilà. Par contre, un ordinateur, c'est différent. Donc, on a commencé à essayer de détecter, enfin, de déceler quels sont les outils de mesure, donc mesure de conso électrique, conso énergétique, du site web. On s'est arrêté sur une solution qui s'appelle GreenFrame, et on l'a installée dans notre process de développement. On développe, une fois qu'on a poussé notre code source, là, il y a des calculs qui sont faits. Donc c'est des tests, hein, c'est des vrais tests, un vrai navigateur qui lance le site, enfin la version du site qu'on vient de coder, qui fait des tests de parcours utilisateur, qui mesure la conso énergétique. Et puis ça, on en fait une base. Et cette base, on essaie de la réduire et de jamais la dépasser. Voilà. Donc quand on la dépasse, quand on code mal et qu'on pousse ça et on la dépasse, eh bien on n'arrive plus à livrer notre code en production, parce qu'on appelle ça... C'est un chemin critique, en fait, qu'on ne peut pas dépasser, et ça nous empêche de livrer. Comme ça qu'on a réussi à réduire nos scénarios de 21%, ce qui est bien, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose comme ça. Je ne saurais pas vous dire comment ça se traduit en tonnes de CO2 économisées chez nos utilisateurs, mais ce n'est pas rien, c'est un premier début, enfin c'est un début, et puis on ira plus loin, quoi. Vers quoi? Aller plus loin vers... Déjà, continuer cette démarche, c'est déjà très important. On optimise la web perf et on va le lier avec l'optimisation de la conso énergétique, bien sûr. Et du coup, ça pourrait être une réflexion poussée aussi au niveau du print, qui j'imagine doit également travailler sur cette thématique en parallèle. Oui, mais le print, mais pas comme le print. L'achat de matériaux informatiques. Enfin, tout l'environnement de l'entreprise. Bien sûr que le print, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie. On achète du papier, on sait qu'on fabrique du papier et que ça consomme de l'énergie. Donc oui, certes, on imprime nos journaux sur du papier recyclé, mais ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Et je pense qu'il y a une prise de conscience collective, une prise de conscience en tout cas dans notre groupe, et on met les choses en place petit à petit. On en est au démarrage, malheureusement, on réagit toujours trop tard. On en est tous au démarrage de cette question, et il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, et on y va. Parfait. Alexis, tu l'as dit tout à l'heure, on parle souvent du hardware comme quelque chose de très technique, et il arrive souvent que dans les entreprises, la technicité, ce ne soit pas la première valeur ou la première compétence, parfois dans les COMEX. Au COMEX aussi, on peut avoir peur de la tech. Dans ta démarche pédagogique, sur quoi tu insistes en particulier? Tu nous as parlé tout à l'heure des 109 heures que tu pouvais passer à faire des tickets quand tu es utilisateur final. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme méthode pour assurer... Le portefeuille, tout simplement. C'est beaucoup moins cher d'être résilient en fait dans la tech. C'est beaucoup plus efficace économiquement. Donc ça parle aux décideurs et c'est finalement ce qui drive souvent leurs initiatives. J'ai envie de dire malheureusement, mais effectivement quand on leur parle ce langage, un langage financier, quand on fait sortir la ligne comptable du PNL, là on en vient à pouvoir simplifier l'action, souvent. Question sur tu disais tout à l'heure, ça s'est resté dans ma tête, ça bride la créativité de jouer avec des contraintes. D'accord. Mais concrètement, toi, dans un monde idéal, un film, j'aime pas ce mot-là, mais green, entre guillemets, ce serait quoi?
les références de base au-delà du matériel. Alors, oui, mais Ton cercle vertueux. Oui, le cercle vertueux, c'est très large en fait, parce que chaque film est un prototype. Donc on ne peut pas avoir le bilan carbone type du film. Éventuellement, il faudrait prendre quand même en question son budget pour se dire, un film à tant de millions d'euros devrait avoir un bilan carbone qui ne dépasse pas tant de milliers de tonnes, etc. Mais tout ça est un peu artificiel, puisque chaque film est unique, et justement, c'est lié à la créativité des uns et des autres. Mais il y a quand même une méthodologie de base, des choses qui sont incontournables en fait et qu'on liste, notamment là on a créé un calculateur carbone maintenant qui a quasiment une dizaine d'années, qui est vraiment spécifiquement pour les œuvres audiovisuelles, donc vous pouvez aller le voir, c'est en ligne gratuitement, qui peut être utilisé du coup par n'importe quelle personne qui tourne une vidéo, qui peut voir le bilan carbone de sa vidéo, de son film. Et dessus, on liste métier par métier, finalement, l'impact carbone des données qu'il rentre. Donc, le nombre de kilomètres fait par les figurants, etc. Ça permet de voir un petit peu. Et l'idée, c'est de s'améliorer. Ce n'est pas juste d'avoir un bilan. À la fin, c'est un outil pédagogique, finalement, et de voir un peu quels sont les points les plus impactants, comment les réduire la fois d'après, etc. Et d'aller vers une réduction des émissions de projet en projet. Et en fait, ça marche pour un projet, mais en fait, c'est de façon beaucoup plus globale, que ce soit à l'échelle d'une chaîne ou à l'échelle d'une grosse boîte de production, etc., qu'il puisse y avoir des arbitrages stratégiques pour pouvoir finalement rester dans les clous législatifs. C'est quand même ça l'ambition, c'est quand même de globalement baisser les émissions carbone, et en fait, il y a évidemment tous les autres enjeux environnementaux, hein, mais pour rester dans les clous de ce qui est défini par les accords de Paris, le Green Deal, la stratégie nationale bas carbone, etc. Enfin, le cadre, il est posé. Maintenant, il faut réussir à suivre. Donc, si je résume bien, quand on investit en amont et qu'on comprend que la tech, ça ne fait pas flipper, que si c'est bien géré, ça peut faire une ligne verte dans le PNL, c'est un levier d'action. Quand on a le courage de se dire le sujet est peut-être compliqué, mais on aime la web perf et on veut que notre site soit encore plus engageant et engagé, on est en capacité à rapidement engager un projet. Et dans le modèle que tu as construit, Pervenche, dans ce côté créativité, contrainte, mais créativité quand même, l'outil que tu as développé pourrait s'ouvrir. Là, tu es focus sur des productions cinématographiques. Mais moi, en tant que chaîne broadcast de télé, je pourrais tout à fait utiliser ton comparateur quand j'ai des reportages en ligne. On n'est pas du tout focus que sur le cinéma. On est vraiment sur l'ensemble de l'audiovisuel, y compris la pub. Donc on travaille directement avec les régies pub des chaînes télé. Et beaucoup d'adhérents du geste sont aussi adhérents d'EcoProd. Toutes les chaînes de télévision, enfin une grosse partie des chaînes de télévision françaises, etc. Donc on est vraiment aussi sur la partie reportage, tout ce qui est... on teste la nouvelle version du calculateur carbone sur les journaux télévisés, etc. Très bien. J'ai encore plein de questions, mais j'aimerais vous entendre. C'est le moment où on se cache au fond de la salle en disant « Non, je ne vais pas poser de questions ». Qui est-ce qui a des questions? Parce que le but du jeu, c'est de créer du lien. Bonjour, moi j'avais une question concernant justement le calculateur. Je sais que l'équipe du Monde, l'équipe vidéo du Monde Plan B a fait un tableur moche pour calculer son empreinte carbone vidéo et apparemment n'a pas trouvé un outil facile, opérationnel. Qu'est-ce qu'il en est de EcoProd du coup? Alors, l'outil facile et opérationnel. Alors déjà, ont-ils testé le Carbon Club d'EcoProd? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours assez fastidieux de remplir un bilan carbone d'une production, parce que ça prend tout en compte. Ça prend les bureaux, ça prend le tournage à proprement parler, mais dans le tournage, il faut compter aussi la table régie potentiellement, le déplacement des gens. Enfin, en fait, un tournage, c'est quasiment comme une petite ville, quoi. Enfin, donc c'est vrai que c'est pas toujours. On a l'impression que c'est pas facile de remplir un calculateur carbone, mais sinon, ça n'a pas de sens, en fait, si on veut réellement calculer ça. Et s'il n'était pas tout à fait au niveau, eh bien, il est justement en refonte en ce moment, le Carbon Club. Donc, ils pourront le tester à partir de novembre prochain. Et justement, on est très attentif au retour des utilisateurs. Le but, on est quand même une association. Le but, c'est qu'il soit utilisable et utilisé pour bâtir des stratégies. Il est accessible gratuitement pour tous. Donc voilà, les retours seront utilisés pour l'améliorer. Je vais juste me permettre de réagir.
Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient connaissance de ton outil, parce que sinon, probablement qu'ils l'auraient utilisé. Mais cela dit, le monde a aussi une fâcheuse tendance à vouloir tout faire soi-même. Donc, il faut quand même le dire. C'est peut-être aussi ça qui a joué dans le truc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on essaie de comprendre l'enjeu écologique de notre métier, il faut vraiment avoir confiance en une mesure. Avoir confiance en une mesure, c'est très compliqué actuellement parce que ça émerge, il y a des calculateurs ça et là, lequel on choisit, celui qu'on choisit, pourquoi on l'a choisi, nous qui ne connaissons rien en termes d'éco-conception, d'énergie. Enfin, très franchement, c'est très compliqué quand on n'est pas du métier. Donc c'est ce que disait la personne en introduction, il faut apprendre, il faut challenger, mettre en perspective, faire un choix et se baser sur ce choix. Je pense qu'il y a plein d'outils qui sont en train d'émerger et qui nous aident à comprendre notre conso énergétique. Et l'idéal serait qu'un jour, on se mette tous d'accord sur comment calculer, quoi calculer, etc., etc. Ça viendra un jour, j'en suis sûr, probablement avec l'aide de la régulation, probablement. Mais on y arrive. Merci. Une autre question ou je vous libère? Moi, je me pose juste une question. Est-ce que... Pervenche, tu penses que ça va être, admettons sur les prods, tu vas pouvoir avoir des nouvelles typologies de métiers, comme on a vu apparaître des référents Covid sur tous les tournages possibles et imaginables. Est-ce qu'on pourrait demain avoir un référent éco-conception d'une production? Exactement, c'est en cours et c'est un métier qui est en train d'exister de plus en plus, des éco-référents qui sont soit entièrement dédiés à l'aspect environnemental, soit qui ont une double casquette avec le poste de régisseur ou de dire prod. Voilà. Mais c'est des métiers qui sont en train d'être créés, pour lesquels on crée des formations aussi. Donc ça met du temps à être créé parce qu'il faut que ce soit reconnu. Enfin, dans les grilles salariales, enfin, il y a tout un aspect syndical derrière, mais les métiers existent. Merci beaucoup à vous trois pour ce cercle vertueux, pour vos idées. N'hésitez pas, ils sont encore là un peu à venir échanger et avec Pervenche et avec Sacha. Et merci Alexis pour ta confiance et ta présence. C'était trop court, donc continuons l'échange.